Donc, pour moi, premièrement, il y a autre chose que juste le commercial puis craft. Il y a le commercial au volume, il y a le craft, puis il y a ce que j'appelle le flashy, tu sais, les grosses marques. OK. Fait que tu payes pour la marque, mais cannabis, c'est pas très, très spécial. Aujourd'hui, avec Alex, pour notre podcast S'enfarger dans les fleurs du tapis, l'idée de notre podcast, c'était de démystifier le cannabis, puis de parler de façon open and honest, en toute transparence, en toute authenticité, dans le fond, de tout ce que c'est le cannabis. Puis en passant, on l'a déjà dit, je le répète, le cannabis, c'est une plante qui peut avoir des effets psychotiques, mais pas toujours. Hein? C'est une plante qui fait bien des affaires. Fait que aujourd'hui, on va parler un peu, par contre, des produits qu'on retrouve là, justement à la SQDC ou sur le marché légal, évidemment, parce que nous, on est des fans du marché légal. Puis je veux essayer d'aider les consommateurs à comprendre c'est quoi la différence entre un cannabis artisanal, puis éventuellement tomber un peu dans le côté de comment reconnaître un bon cannabis ou les différences, tu sais, parce qu'on le sait, il y a différents prix. Il y a du cannabis à la SQDC qui peut coûter 9 $ le gramme. Il y en a que c'est 4,50 le gramme, je pense. Bref, il y a des variantes, puis il y a des choses qui expliquent ça aussi. Puis nous, chez Origine Nature, ben on fait du cannabis artisanal. Fait que ça veut dire quoi, ça, Alex? Ça veut dire plusieurs... Parce que c'est un peu toi qui es l'instigateur de tout ça, là. Je veux dire, premièrement, fait que... je voulais juste te corriger. Le cannabis peut avoir des effets psychoactifs, not psychotiques. Oui, psychoactifs, exact. Psychotique, ça pourrait être problématique. Merci de me corriger. Ça, c'est moi qui invente des mots des fois ou qui se mélangent. Donc, quand on parle de craft, déjà, bon, il n'y a pas une définition ou un organisme qui régit qui est craft, qui est pas craft. Non. Donc, présentement, c'est un peu encore laissé à l'interprétation. Fait qu'on va partager ce que nous, on considère comme craft, puis on va essayer de démystifier ça. Donc, pour moi, premièrement, il y a autre chose que juste le commercial puis craft. Il y a le commercial au volume, il y a le craft, puis il y a ce que j'appelle le flashy, tu sais, les grosses marques. OK. Fait que tu payes pour la marque, mais cannabis, c'est pas très, très spécial. Okay. Ça peut être à peu près n'importe quelle marque qui a une célébrité derrière ça. Ouais. Donc, quand on parle commercial, fait que le cannabis, c'est une plante. Il n'y a pas 36 manières de cultiver des plantes. Il faut le bon climat, il faut donner la bonne fertigation, les bons nutriments, mais ça va être dans comment souvent le produit est procédé, comment il est manipulé. Donc, quand on parle de commercial, tout a été optimisé pour être le plus efficient puis avoir le moins gros coût de production. Puis ça prend en compte le nombre de plaintes qu'ils vont recevoir. Donc, s'ils vendent 103,5 puis qu'ils ont 5 plaintes parce que le produit était mal trimé ou il y a des graines ou il y a ci, il y a ça, mais c'est correct. Ça fait partie du risque qu'ils prennent, dans le fond. Puis les autres, c'est tout automatisé. Là. Exact. Dans le fond, c'est de la robotique exact. qui traite le cannabis. Puis les génétiques qui vont être des cultivars qui vont être sélectionnés pour ce genre d'exploitation vont être des cultivars justement optimisés pour le commercial. Donc, ils ont souvent des temps de floraison qui sont plus courts. Ils vont avoir des résistances. Ils vont souvent partager les mêmes profils de terpènes parce que, bon, les terpènes, la plante ne s'amuse pas à produire des terpènes pour sentir quelque chose. Les terpènes ont des effets en tant que tels. Ça peut être antifongique, antiparasitaire, etc. Et donc, souvent, on va retrouver les mêmes critères un petit peu, les mêmes paramètres dans les exploitations commerciales. Donc, ça fait du produit qui se ressemble un peu toutes. Quand on va venir parler donc des marques, je dirais flashy, c'est du cannabis qui va des fois souvent être des cultivars qui sont pas aussi disponibles commercialement, mais qui n'ont pas vraiment quelque chose de spécial. Donc, c'est pas comme si ça prenait 2 fois plus de temps à les faire fleurir ou s'ils ont besoin de plus d'attention. Tout est basé... que les cocottes sont plus grosses. C'est ça. C'est juste du marketing ou l'idée, c'est comme les autres produits de consommation. Il y a plein de produits qu'on connaît pas, qu'on achète seulement parce que le packaging est beau ou qu'une célébrité nous a dit de le faire. Il y a rien de craft là-dedans, il y a rien de spécial. Puis c'est aussi pour ça que les marques de célébrités, généralement dans l'industrie du cannabis, n'ont pas bien fonctionné. Quand on parle ensuite de ce qui est communément appelé craft,
Fait que ça va être souvent des lots qui ont, premièrement, des quantités plus petites à la récolte. C'est pas des lots de 1 tonne par salle. On parle souvent de 200 kilos et moins par salle. Le produit va être axé sur être unique. Donc, pas essayer d'aller compétitionner avec les gros producteurs pour avoir des petites marges, puis essayer de passer le plus de produits possible. Donc, ils vont vraiment aller chercher des cultivars qui ont des goûts, des apparences et différents cannabinoïdes qui les rendent uniques, qui fait que les autres ne le cultivent pas présentement ou qui n'ont pas accès à ce cultivar. Le temps de floraison peut être plus long. Donc, un cultivar optimisé pour le commercial, c'est souvent 7 à 8 semaines de floraison. Quand on rentre dans le craft, il y a souvent plus des 9, 10, 11, 12, des fois même 14 semaines de floraison. Donc, quand on produit un produit sur une plus longue durée de temps, c'est beaucoup plus de coûts de production, beaucoup moins de rotation dans le cycle de floraison qu'on peut faire par année. Et donc, va se nécessiter un plus haut prix. Ensuite, comment il est manipulé. Donc, à la récolte, à la place d'essayer d'optimiser avec beaucoup de machines qui peuvent endommager le produit, mais que vu qu'on en passe tellement, c'est pas grave s'il y a du produit qui est endommagé parce que whatever, ben, toutes les plantes vont avoir vraiment l'attention dont elles ont besoin. Elles vont être manucurées. Aussi, quand on va faire la récolte, on va s'assurer qu'au séchage, on prenne le temps de le faire lentement, puis plus au froid pour préserver les terpènes, pour avoir le temps de transformer la chlorophylle en l'état gazeux, pour s'assurer qu'on ait l'activité. C'est ça, l'activité enzymatique qui dégrade les sucres complexes en sucres simples. Pourquoi? Parce qu'on veut une expérience parfaite. On veut rendre justice à notre cultivar qui a pris plus d'efforts versus un cultivar commercial que là, on le fait le plus rapidement possible. Exact. On récolte 5 jours après, on le sort de la salle, puis on essaye d'emballer, tu sais. Exact. Puis justement, tu sais, comme pour quelqu'un qui connaît pas ça, là, entre une trim faite à la main ou une trim faite à la machine, là, c'est quoi les impacts que ça peut avoir sur le cannabis? Donc, les machines, souvent, ça va détruire les fleurs, ça va endommager la taille, les fleurs vont se désagréger. Aussi, on peut enlever la tête du trichome. Donc, un trichome, c'est ce qui contient les résines psychoactives, les terpènes, les cannabinoïdes. Ça ressemble un peu à un champignon. Puis, c'est dans la tête de ce champignon qu'il y a le plus de résine et terpènes. Donc, souvent, en manipulant un produit dans un cylindre qui tourne, puis qu'il y a des lames, puis que le produit n'arrête pas de tomber, puis rouler, puis on va venir enlever toutes ces petites têtes-là, on va endommager le produit en tant que tel, et ça laisse souvent une consommation qui peut être en dessous de ce que ça pourrait être. Aussi, dépendant comment les échantillons sont pris pour l'analyse, si on prend des échantillons puis que ça n'a pas été des échantillons qui ont été passés à la machine, on peut avoir des résultats qui ne s'accordent pas avec ce qui sort de la machine. Le procédé va venir énormément impacter le résultat final qu'on a des laboratoires. Oui. Exact. Puis, tu sais, c'est quelque chose que moi, ça me fascine dans nos équipes de production. Puis, je lève tout le temps mon chapeau à l'équipe de packaging parce que, tu sais, des fois, c'est des grosses commandes qui rentrent, puis tout est fait à la main. Tu sais, puis je pense pas que les gens réalisent l'effort qui est mis, là. Tu sais, quand tu as 1000 caisses de 48 produits, mais chaque produit est emballé à la main. Fait que les cocottes sont choisies. Tu sais, c'est comme il y a vraiment une manutention supplémentaire pour offrir un produit de qualité. Puis, c'est un peu pour ça aussi, j'imagine qu'on arrive à la SQDC, puis le prix par gramme est plus élevé. Tu sais, il y a du tandem là, qui est là, puis les gens sont fiers de choisir les belles cocottes pour les mettre dans le sac. Même chose avec nos pré-roulés, de s'assurer que chaque pré-roulé qui est mis dans un boîtier a la qualité. Exact, parce que nous, notre motto, c'est que tout le monde se sente bien. Puis pour nous, c'est pas acceptable que nos consommateurs aient une mauvaise expérience quand ils achètent notre produit. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on est resté avec des êtres humains tout le long, parce que ça fait des contrôles qualité à chaque étape. Donc, c'est pour ça, le cannabis a tellement de manières d'être évalué. C'est pas comme de l'alcool ou du tabac. L'alcool, souvent, il y a 2 vraiment optiques, c'est le visuel puis le goût. C'est pas mal ça. Avec le cannabis, t'as l'odeur, le goût, comment ça brûle, les effets, l'apparence visuelle, les couleurs sur la fleur. Donc, il y a tellement d'aspects qui peuvent être endommagés justement par ce procédé que c'est un choix de compagnie. Est-ce qu'on fait de la production de masse à plus bas prix en acceptant qu'il va y avoir des défauts, ou on fait de l'artisanal? C'est notre passion, c'est notre amour. On met les gens qui partagent cette passion et cet amour pour livrer un produit qui est tout le temps consistant et qui va atteindre les promesses de qualité qu'on fait. Exact. C'est super important. Puis, tu sais, je pense que
C'est le message qu'on veut passer aujourd'hui, c'est qu'il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Dans le sens, il y a un consommateur pour tout type de produit. Il y en a que pour eux, c'est important, c'est le rapport, le prix. Là. Le prix va dominer le choix. Puis il y en a d'autres qui vont apprécier ce côté artisanal-là aussi. Fait que, tu sais, je pense pas qu'un est mieux que l'autre, mais de comprendre aussi, parce que, tu sais, des fois, on entend des consommateurs qui comprennent pas pourquoi qu'un cannabis va se vendre beaucoup plus cher qu'un autre. Puis là, c'est vite sur le jugement, tu sais. Fait que je pense que c'est important de comprendre tout ce qui se passe derrière aussi, tu sais. Puis ça m'amène à ma prochaine question, tu sais, quand justement tu vas à la SQDC, parce que, bon, on le sait, on a tendance à tous dire qu'on fait le meilleur cannabis, même si j'y crois fortement que chez Origine Nature, on fait le meilleur cannabis. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui disent ça aussi. On le fait artisanal. Il y en a qui disent qu'ils le font artisanal et qu'ils le font peut-être pas tout à fait artisanal. Il y en a qui font moitié-moitié, mais on le sait pas. C'est pas écrit sur les sacs non plus à la SQDC, puis on a très peu moyen de parler aux consommateurs puis d'expliquer ça. Fait que, t'as-tu une couple de trucs? Tu le disais tout à l'heure, il y a les odeurs, il y a la fumée, il y a ça. Comment reconnaître un cannabis artisanal? C'est quoi qu'on recherche? Quand j'ouvre le sac, là, c'est quoi les indices qui fait que je pourrais me dire, ah oui, j'ai payé pour de l'artisanal, puis c'est vraiment de l'artisanal que j'ai dans mon... Donc, moi, le test le plus simple que je recommande, c'est de se mettre dans la peau d'un producteur de cannabis. Nous, on a une règle qui est, est-ce que j'achèterais moi-même ce 3,5? Donc, quand on achète un 3,5, le premier test, c'est on l'ouvre, on sent. Si déjà ça sent le foin, il n'y a pas d'odeur, très peu d'odeur, forte chance que c'est du cannabis commercial. Pourquoi? Parce que ça a été optimisé, puis les terpènes n'ont pas été accès à être préservés. Ensuite, c'est vider son sachet complètement sur la table, puis voir qu'est-ce qui est dans le sachet. Si on a des fleurs avec des feuilles qui dépassent, des morceaux de tiges qui n'ont juste pas de fleurs dessus, en gros, ce qu'on pourrait classifier de déchets, ou de cannabis non consommable, si c'est présent dans le produit que vous avez acheté, ben c'est parce que ça a été fait d'une manière automatisée, puis ça fait partie de la marge d'erreur. Un vrai cannabis artisanal, chaque fois que vous allez ouvrir le 3,5, ça va être juste de la fleur. Ça va pas être des morceaux de feuilles, ça va pas être puis ça va normalement sentir quelque chose. C'est sûr que les terpènes sont volatiles, dépendant comment ça a été conservé, la durée sur la tablette, etc. Il peut y avoir plus ou moins d'odeur, mais c'est supposé avoir été pris en compte parce que c'est un des attributs importants du cannabis artisanal. Donc, s'il n'y a pas des étapes qui ont été mises en place pour préserver ce goût et cette odeur, c'est quoi le but de faire du cannabis artisanal? Oui, en effet. Puis au niveau de la fumée, est-ce que tu vois une différence ou à ce niveau-là, dans la consommation, là, est-ce qu'on peut apprécier une différence si c'est de l'artisanal ou pas, ou ça va... Mais là, je vais parler d'un point de vue où je donne le bénéfice du doute à tout le monde, dans le sens, tout cannabis est supposé bien brûler et se consommer d'une manière correcte. Tu sais, si ça brûle vraiment noir, puis t'as du mal, puis etc., mais il y a un problème pour commencer. Fait que si on assume que tout le monde part avec du cannabis qui se consomme, ça va être vraiment dans le goût. Pour moi, du cannabis commercial, souvent, ça goûte la fumée, ça goûte la cendre un petit peu. Parce que le but, c'est l'effet récréationnel. C'est pas d'aller chercher une expérience de consommation nécessairement. Donc, c'est vraiment ça le différenciateur, c'est quand tu consommes ton joint ou autre. Est-ce que tu as l'impression d'avoir une expérience ou c'est juste quelque chose que tu fais pour aller chercher un effet? Ouais. Et c'est vraiment ça le démarqueur durant la consommation. Exact. On parle aussi souvent de cannabis qui est irradié ou de cannabis qui ne l'est pas. Peux-tu nous expliquer un peu ça? Puis c'est quoi, tu sais, comme pour le consommateur, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, l'irradiation, c'est s'assurer qu'il n'y ait pas de bactéries ou de pathogènes qui peuvent être présents sur un produit qui va être consommé. Donc, pour tout le monde, au Québec, il n'y a pas beaucoup de centres d'irradiation. Il y en a normalement juste un ou deux, c'est Nordium. Puis, le cannabis qui se fait irradier, il se fait irradier entre vos tomates, puis vos concombres, puis vos bananes. Puis... Fait que normalement, Nordium, c'est des fruits, des légumes, puis des aliments qui irradient. Presque tout ce qui est dans une épicerie est irradié. Pourquoi? Parce que ça permet que les produits ne moisissent pas, puis ça leur donne une plus longue durée de vie. Là où il y a une différence, c'est que quand on irradie des fruits et des légumes, on le mange. Quand on fait du cannabis, on fume techniquement l'irradiation. Fait que c'est là qu'il y a encore des questions. C'est supposé être extrêmement sécuritaire. Là, on a vu beaucoup de problèmes au début, c'est qu'il y avait beaucoup de compagnies qui faisaient pousser du cannabis très contaminé. Beaucoup de pathogènes, beaucoup de microbes, beaucoup de moisissures. Et là, il envoyait à l'irradiation comme solution. Fait que
du cannabis contaminé irradié pour tuer les spores et les bactéries revient, puis ça sent pas bon, c'est dégueulasse. Puis c'est là que ça a eu une mauvaise réputation. Nous, on a fait irradier notre cannabis durant 2 ans pour montrer qu'on était en contrôle. Donc ça, c'était pour s'assurer que le client était en sécurité. Puis, quand on le faisait irradier, c'était des temps d'irradiation très minimes. Donc, c'était plus une assurance qu'autre chose. Et on a fait des tests, des COA et autres avant et après, et on a vu qu'il y avait presque aucune dégradation. Ouais. Tandis que quand on envoyait du cannabis qui était déjà contaminé, là, oui, il y avait une grosse transformation parce que c'était de la merde, puis c'est revenu, c'était encore plus de la merde. Donc, il n'y a pas nécessairement de danger. Par contre, on a quand même fait le choix, nous, de plus... on le fait plus parce qu'on n'en a pas de besoin. Ouais. On a toujours été en contrôle. On n'a jamais eu du cannabis contaminé. On n'a jamais eu des pathogènes qui nécessitaient. Donc, on le fait pas. Et toute compagnie qui, à ce jour, irradie son cannabis pour le Canada a probablement des problèmes de production parce que ça coûte cher irradier. Donc, il n'y a personne qui veut irradier. Puis même, je te dirais, sur les marchés internationaux, quand je parle à des acheteurs, c'est sûr que ils voient qu'un cannabis non irradié a une valeur supplémentaire parce qu'ils se disent, vous avez des pratiques de culture qui sont exceptionnelles si vous arrivez à nous envoyer du produit qui est non irradié, qui est rempli de tous les critères, parce qu'évidemment, c'est testé dans tous les pays, c'est testé, puis il faut que ça passe les critères de santé là, du gouvernement. C'est ça, puis ça devient juste un calcul pour le commercial, dans le sens, si je fais pas attention à mes pratiques de culture, puis que je sais que je vais avoir plein de moisissures, est-ce que ça me coûte moins cher d'irradier mon cannabis ou de changer mes pratiques de culture? Changer tes pratiques de culture. À long terme, ça va être plus payant, je pense. Il y a des gens qui pensent qu'irradier, c'est mieux, puis c'est là que, comme dit, on voit la différence entre artisanal, commercial et autres. Exact. Peut-être que tu prends un peu plus de risques quand tu irradies pas, mais ça te force à garder tes pratiques de culture là, à un niveau de qualité supérieur. Puis justement, tu parlais des statistiques puis une production commerciale qui est peut-être un petit peu plus automatisée. Bien, ils se permettent une marge d'erreur parce qu'ils ont un plus gros volume. Puis, tu sais, chez nous, on a quand même un bon volume. Là, je veux dire, on est quand même le 5e producteur à la SQDC qui a la plus grosse part de marché là, en 5e position. Donc, on a quand même un bon volume. Puis ça m'impressionne tout le temps que c'est fait par de l'humain. Puis nous, on n'en a pas de statistiques. Hein. Nous, on a c'est rare qu'on en a, donc knock on wood. Je suis bien contente, mais quand on a une plainte client, c'est comme la compagnie, elle arrête de respirer, puis on est tous en train de se poser la question, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Puis l'erreur est humaine, c'est des humains. Fait que, c'est quoi les défis pour toi là, dans le cannabis artisanal? Tu penses qu'on va être capable de tripler notre production puis de garder les petites mains au travail versus les machines? Ben, c'est le plus gros challenge de l'expansion qu'on est en train de faire. On est en train de grandir, bien sûr, mais garder la consistance, pour moi, ça se fait à travers de qui Origine Nature est, nos valeurs clés, l'équipe qui manage la compagnie, justement, l'équipe exécutive, c'est qui on est. Si on reste vrai à notre identité culturelle de compagnie, on va pas avoir de problème en grandissant. Ça veut dire que oui, en grandissant, ça va prendre plus de temps que d'autres compagnies. On le sait, ça fait 5 ans qu'on est ouvert, on est rendu à 75 000 pieds carrés. On pourrait être à 750 000 pieds carrés si on voulait. Ouais. Mais on a fait le choix de grandir de la bonne manière parce qu'on veut garder le contrôle, on veut s'assurer qu'on est consistant, on veut s'assurer qu'on reste vrai à l'identité qu'on a créée il y a 5 ans tous ensemble, qu'on a commencé cette aventure. Puis, on veut aussi rester vrai au fait qu'on a toujours été des Québécois qui voulaient produire pour les Québécois, puis on n'a pas envie de s'étendre partout au Canada, puis que justement, on se perde là-dedans. Exact, c'est vrai. Nous, on n'est que disponible au Québec puis sur le marché international parce que c'est vraiment là qu'on veut connaître notre succès. Là. On veut être là pour les Québécois. Puis le côté humain est super important chez nous. Puis on investit beaucoup dans notre staff. Puis ça reste des beaux métiers. Puis je pense qu'il y a quelque chose de le fun aussi d'aujourd'hui de ne pas penser à bâtir une compagnie qui va être simplement, c'est important. Puis oui, on en a de la technologie. Puis oui, on l'utilise, l'intelligence artificielle, mais qui ne sera pas 100% automatisé par des machines, mais qui garde l'humain au cœur de la recette là, pour un succès. Je pense que c'est sûr que ça vient avec des défis. Je sais que vous avez des grosses équipes en production. Ça fait bien du monde à gérer. Mais on le sent. Puis à chaque fois que tout le monde vient visiter Origine Nature, on le sent que les gens sont contents de travailler là. Fait que, mais c'est pas des métiers que tu retrouves à l'université. C'est pas des métiers que tu retrouves nécessairement au cégep. Dans tes cours, dans les cours d'agriculture non plus, je suis pas sûre qu'il y ait une session sur le trimage manuel. Où est-ce qu'on va les chercher, ces employés-là? Comment qu'on les forme? Ben, c'est vraiment formé avec notre connaissance interne. Donc, on a développé une expertise à l'interne.
C'était une nouvelle industrie, il n'y avait personne pour nous apprendre, donc on a appris de nous-mêmes. Une des choses qui est différente avec nous, c'est que je pense qu'on a enlevé l'ego de notre procédé, puis on ne s'est pas basé sur ce que nous, nécessairement, on veut, mais ce que sur le consommateur veut, puis ce qu'on veut lui offrir, right? Ouais. Donc, en faisant ça, on a développé nos procédés au fil des années. On a toujours eu toute l'équipe qui travaillait aussi sur ces procédés ensemble, donc c'était pas juste une personne qui a permis vraiment de capturer tous les angles. Et suite à ça, ben, on a travaillé sur nos SOP. Toute personne qui rentre, ben, premièrement, c'est en appliquant, il fournit la volonté d'être là. Nous, quand on voit que quelqu'un veut être là, veut faire partie de l'équipe, ben, généralement, on donne une chance. À partir de là, on va faire un training durant 3 mois. Il y a beaucoup de réglementations, donc on s'attend à ce que personne sache tout dès qu'il rentre. Non, exactement. Puis après, c'est justement d'intégrer l'équipe puis les valeurs d'origine nature. Si tu partages nos valeurs, qui sont la passion, la famille, la conscience sociale, puis être street smart, tu vas rentrer dans l'équipe, tu vas t'adapter, tu vas croître. On a plein d'expansion et d'agrandissement qui s'en viennent, donc il y a plein de potentiel de carrière. Et tous ces gens qui commencent à la trim, c'est tremper leurs pieds dans l'eau dans l'industrie du cannabis, puis justement découvrir tout ce qu'on a encore d'inconnu, puis comment on peut améliorer. Donc, c'est vraiment un partage d'équipe, c'est une famille, puis tout le monde est le bienvenu. D'auto-formation, exact. Puis vous challengez, vous continuez d'apprendre par l'expertise de l'un de l'autre. Oui, puis plus on a de commentaires, le plus on s'adapte aux commentaires de nos consommateurs. C'est pour eux qu'on le fait, donc... Puis il y a quand même des métiers où est-ce que, tu sais, on fait souvent la joke, mais si jamais il y avait des coiffeurs qui voudraient se recycler, ce sont les maîtres des ciseaux, ça serait des bonnes personnes pour la trim. Oui. Hein? Puis on reste. Il y a des très bonnes transitions, il y a des certains... Oui, puis ça reste qu'on est des agriculteurs, hein? Fait que tout ce qui touche à l'agriculture, ben dans le fond, ils ont déjà une bonne connaissance de base. Puis je le rappelle aux gens aussi, mais on a des postes administratifs aussi, on fait des jobs de bureau aussi, puis on a des équipes de sanitation aussi, des équipes qui gardent nos installations propres aussi. Oui. Fait que, tu sais, je passe le mot parce que des fois, les gens, ils nous regardent de loin en disant quel genre de métier que je peux faire là-bas, puis j'ai-tu le CV pour aller travailler là-dedans, mais je pense que c'est un beau message que tu passes de dire que justement... tout est à découvrir, puis qu'on se forme, puis on investit beaucoup dans nos employés. Là, donc, il y a encore beaucoup qu'on peut faire, puis toute personne qui veut mettre sa pièce dans le puzzle va être la bienvenue. Exact. Puis je nous souhaite, en tout cas, de pouvoir... là, tu sais, on a quand même un bon volume en ce moment, mais j'espère qu'on va doubler nos parts de marché au Québec, toujours en offrant du cannabis artisanal. Puis j'invite les gens là, à porter attention. Tu sais, dans le fond, quand vous ouvrez vos produits, quand vous regardez dans le sac, là, d'essayer de comprendre un peu les différences de prix, parce que c'est comme le vin, c'est comme n'importe quoi aussi. Puis pour des gens comme toi qui sont plus que passionné sur le cannabis, il y a comme un art derrière ça, puis je le sais, je te vois aller à tous les jours, je le sais que tu as choisi tes génétiques spécifiquement pour des propriétés qui ont, que tu penses que le consommateur va aimer, puis tu travailles avec tes équipes pour s'assurer que le produit soit en magasin avec le maximum de toutes les propriétés qu'il y a à offrir. Fait que j'espère qu'on vous a intéressé assez pour regarder ça un petit peu plus en détail, puis merci Alex encore une fois d'être avec nous pour en jaser, puis je vous invite aussi, je vous rappelle qu'on est sur les médias sociaux, Facebook, YouTube, Instagram. Suivez-nous, inscrivez-vous à notre infolette. On a des beaux vox pop de nos employés pour continuer sur le sujet. Là, puis c'est bien intéressant de voir qu'est-ce qui les allume de travailler dans une entreprise de cannabis. Malgré que vous seriez surpris, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas des consommateurs, mais sont avec nous, puis ils produisent du méchant beau cannabis. Fait que merci. Merci de m'avoir reçu.